la brutalité sexuelle de Gengis Khan a transformé tout un continent par une horreur calculée. Dans une tente faiblement éclairée, lourde d'encens et de peur, la main d'une jeune femme tremble sous des draps de soie. L'homme le plus puissant de l'histoire est allongé à ses côtés, les yeux clos de satisfaction. Elle est une parmi des milliers, mais ce soir, elle sera la dernière. Ses doigts trouvent le métal froid caché sous son oreiller. La tempête extérieure masque sa respiration haletante. Cette princesse Tengu, dont la famille a été brûlée vive il y a 3 ans, a attendu ce moment pendant d'innombrables nuits dégradantes. La lame capte la lumière d'une bougie lorsqu'elle la lève. Dans quelques secondes, le grand conquérant qui a fait main basse sur 7000 femmes découvrira que la conquête a des conséquences. L'homme qui a bâti un empire par des agressions systématiques est sur le point de rendre justice à sa dernière victime. L'histoire le qualifiera de légende, mais les cris qui percent la nuit sont bien réels. On peut se demander comment le traumatisme personnel d'un homme a pu se transformer en la plus vaste campagne de violence sexuelle de l'histoire. Pourquoi un seul enlèvement a-t-il créé un système qui a laissé 16 millions de descendants génétiques sur 2 continents? Pour trouver la réponse, il faut remonter 25 ans en arrière, jusqu'à un enlèvement qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Car ce qui a commencé avec l'enlèvement d'une femme. L'enlèvement se terminerait par une lame cachée et un empire bâti sur la souffrance. Les cris provenant de la tente de bord résonnèrent à travers les marches pendant 8 mois d'affilée. En 1184, Janga Khan n'était encore que Temujin, Na, un chef tribal parmi d'autres tentant de survivre à la politique brutale des marches mongoles. Il avait épousé Bort alors qu'ils étaient adolescents, une alliance politique promettant la stabilité. Mais les Murkets avaient d'autres projets. Ils se souvenaient d'une vieille dette de sang, celle d'une femme volée par le père de Tejin des décennies plus tôt. L'attaque eut lieu à l'aube. 30 cavaliers déferlèrent sur le camp tandis que Tejin s'enfuyait à cheval, abandonnant sa nouvelle épouse. Pour un homme qui allait plus tard conquérir des nations, cet abandon le marqua à jamais. Bort disparut sur le territoire de Murket, où elle devint la propriété de Shilga, un guerrier qui la réclama comme butin. 8 mois. C'est la durée de la captivité de l'épouse de Temujin. Les archives historiques édulcorent ce qui s'est passé. Mais le dénouement raconte l'histoire. Tejin finit par la sauver avec l'aide de son frère de sang Jamuka. Bort était enceinte. L'enfant Joie porterait toute sa vie le stigmate d'une paternité incertaine. Joie signifie littéralement « invité », un nom qui criait à tous ses auditeurs ses origines douteuses. Temujin avait publiquement revendiqué le garçon, mais le doute le rongeait. Dans ces moments de calme, il avait scruté le visage de Joie, à la recherche de traits merkites. Mais le cauchemar de Bort ne faisait que commencer. Le sauvetage révéla quelque chose de piraté chez Mujin. Il avait sauvé le corps de sa femme, mais pas son honneur. Dans la culture mongole, une femme enlevée par des ennemis était synonyme de honte permanente. Chaque regard en coin vers Jiu lui rappelait ces 8 mois de bruit qu'il ne pouvait qu'imaginer. L'homme qui avait fui à cheval s'était transformé en quelqu'un d'autre. Peu nombreux, quelqu'un qui ne fuirait plus jamais. Les Murkets payèrent les premiers. Pas seulement les guerriers qui avaient pris Bort, mais toutes leurs tribus. Femmes, enfants, vieillards, tous risquaient l'annihilation systématique. Mais la mort ne suffisait pas à Temujin. Il voulait qu'il souffre comme Bort, qu'il porte la honte comme sa famille. Cela devint le modèle. La violence sexuelle n'était pas une brutalité aléatoire. C'était une vengeance calculée, multipliée de manière exponentielle. Chaque tribu conquise paierait pour le crime des Murkets. Chaque femme capturée équilibrerait la balance cosmique de la captivité de Bort. La psychologie était transparente pour ces généraux. Tejin ne pouvait effacer ce qui était arrivé à Bort, alors il l'infligerait au monde. Il ne pouvait pas tuer 2 fois des enfants, alors il le tuerait symboliquement à travers chaque ennemi. Il ne pouvait pas récupérer ses 8 mois, alors il volerait des vies à d'autres. Ce que fit ensuite Janji allait résonner pendant des siècles. Il institutionnalisa son traumatisme. La vendetta personnelle devint une politique d'État. L'homme incapable de protéger une femme en posséderait des milliers.
Le mari qui perdait le contrôle contrôlerait l'avenir reproductif de civilisations entières. Les psychologues modernes reconnaissent ce schéma. Le traumatisme s'est transformé en pouvoir. La victimisation s'est muée en domination. Mais peu de traumatismes dans l'histoire ont eu une ampleur aussi catastrophique. La blessure de Teugin s'est envenimée jusqu'à infecter un empire. L'ironie du sort fut profonde. En tentant de surmonter le viol d'une femme, il devint le plus grand violeur de l'histoire. En tentant d'effacer la honte, il créa une humiliation systématique à travers tous les continents. La victime devint l'auteur ultime du crime, amplifiant sa douleur à travers des millions de vies. Ces généraux remarquèrent ce changement. Après le sauvetage de Bor, Temujin ne parla plus jamais de pitié. Les femmes devinrent des proies, pas des êtres humains. Conquête signifiait possession. S'approprier physiquement les lignées ennemies. La véritable horreur ne résidait pas dans son sauvetage. C'était ce qui suivit. Car la transformation de Teugin dépassait la vengeance. Il a développé une philosophie où la domination sexuelle équivalait à la victoire spirituelle. Prendre des femmes ennemies n'humiliait pas seulement les guerriers, cela anéantissait leur avenir génétique. Chaque grossesse forcée remplaçait le sang ennemi par du sang mongol. Le viol systématique devenait une ingénierie ethnique. Cette philosophie exigeait infrastructure, organisation, bureaucratie. On ne peut pas traumatiser un continent par une violence aveugle. Cela nécessite planification, hiérarchie, règles. Le même génie organisationnel qui créa le système postal mongol allait créer le réseau d'esclavage sexuel le plus efficace de l'histoire. Ainsi commença une vengeance sexuelle qui allait polluer les lignées de la moitié du monde connu. La main du scribe tremblait tandis qu'il écrivait le nombre 7000. Il ne s'agissait pas d'un décompte des pertes au combat ni d'un décompte des tribus. Il s'agissait du recensement officiel des femmes de Genghis Khan. Un nombre si impressionnant que sa gestion nécessitait une bureaucratie particulière. Mais les Mongols ne se contentaient pas de compter les femmes. Ils les classaient. Le système était méthodique, presque corporatif dans son efficacité. Après chaque conquête, des fonctionnaires désignés évaluaient les femmes capturées selon une échelle de 100 points. Beauté, âge, virginité, noblesse de naissance, âge, chaque facteur avait un poids mathématique. Une princesse vierge pouvait obtenir 95 points. La veuve d'un marchand, peut-être 60. Les évaluations se déroulaient dans des cours ouvertes où les femmes se tenaient nues tandis que les fonctionnaires circulaient avec leurs registres. Le récit d'un survivant décrit le bruit des stylets grattant le bois, réduisant les êtres humains à des valeurs numériques. Les fonctionnaires travaillaient rapidement, des milliers de dossiers à traiter, des quotas à respecter. Les scores supérieurs à 90 étaient directement versés au KHN. Les 80 étaient offerts en cadeau aux généraux qui s'étaient distingués au combat. Les 70 étaient distribués aux officiers. Les 60 étaient offerts aux simples soldats en récompense de leur service. C'était une économie sexuelle où les femmes devenaient littéralement monnaie d'échange. Mais le système de notation avait un objectif plus sombre. En dessous de 60 ans, les femmes étaient affectées au bordel militaire qui accompagnait chaque armée mongole. Ces installations mobiles servaient des milliers de soldats, opérant avec la même efficacité que les chaînes d'approvisionnement militaire. Les femmes recevaient des numéros, et non des noms. Leur localisation était suivie, leur utilisation documentée. L'enregistrement était méticuleux. Les administrateurs mongols tenaient des registres indiquant où allaient les femmes, leurs origines et leurs affectations. Ces documents, dont certains existent encore dans les archives chinoises, se lisent comme des manifestes d'inventaire. 20 jeunes filles tangoutes, de 45 à 55 ans, affectées au régiment 4, victimes de trafic d'êtres humains, industrialisés. Un historien chinois a documenté le processus d'arrivée. Les femmes étaient réparties en groupes ethniques, les Russes dans une région, les Perses dans une autre, et les Russes dans une troisième. Les Mongols croyaient que chaque ethnie offrait des expériences différentes, comme les variétés de vin. Ils ont créé ce qui équivalait à un catalogue racial d'exploitation sexuelle. L'infrastructure requise était immense. Des gardes spéciaux, distincts de l'armée régulière,
encadraient les femmes. Des chaînes d'approvisionnement dédiées fournissaient nourriture, vêtements et soins médicaux de base, non par compassion, mais pour maintenir la qualité des stocks. Les femmes enceintes étaient suivies séparément et la filiation de leurs enfants était documentée. Celles qui obtenaient un score inférieur à 60 risquaient pire que la mort. Car être affecté au bordel signifiait s'occuper de dizaines d'hommes chaque jour jusqu'à ce que leur corps lâche. La doctrine militaire mongole d'efficacité s'étendait aux violences sexuelles, avec l'idée de maximiser l'utilisation et de minimiser l'entretien. Les femmes incapables de travailler étaient jetées comme des outils hors d'usage. Les femmes les mieux notées étaient confrontées à une horreur différente. Devenir la propriété d'un général signifiait une possession exclusive, mais aussi un isolement complet. Ces femmes vivaient dans des palais mobiles, véritables prisons de soi qui suivaient l'armée. Elles n'existaient que pour le plaisir d'un homme. Leur vie se mesurait à sa satisfaction. Les 7000 femmes du Khan opéraient sous un contrôle encore plus strict. Elles étaient organisées par ethnie. Des trophées humains témoignant de l'étendue de la conquête mongole. Beauté chinoise dans une section, princesse persane dans une autre, noble russe dans une troisième. Se promener dans le complexe du Gur de Jean Gascan, c'était comme parcourir une carte vivante des peuples soumis. Mais gérer 7000 femmes exigeait de l'innovation. Les Mongols ont instauré des horaires rotatifs, des systèmes de suivi et même des examens médicaux. Les femmes en âge de procréer étaient réaffectées comme servantes auprès de captives plus jeunes. Celles qui donnaient naissance à des garçons bénéficiaient d'un statut plus élevé, un système d'incitation pervers qui encourageait la coopération. Les registres ont révélé la véritable ampleur du problème. Les registres financiers témoignent de l'investissement économique. Nourrir, habiller et transporter des milliers de femmes à travers les continents nécessitait des ressources comparables à celles des divisions de cavalerie. Le système d'esclavage sexuel absorbait environ 15% des revenus impériaux, AEC. Un investissement massif de l'État dans le viol systématique. Il ne s'agissait pas d'une brutalité insensée. Il s'agissait d'un viol industrialisé, bureaucratisé, optimisé. Le même génie administratif qui a permis aux Mongols de gouverner de la Corée à la Pologne a créé le système d'exploitation sexuelle le plus efficace de l'histoire. Chaque détail était planifié, chaque résultat mesuré. Le chroniqueur chinois Xiaohong a été témoin direct de ce système. Ses récits décrivent des enchères où les généraux enchérissaient sur des femmes capturées en utilisant le butin des villes mêmes où elles vivaient autrefois. L'ironie était intentionnelle. Lors de votre ville détruite achète désormais votre fille. Pourtant, même 7000 femmes n'étaient pas suffisantes pour ce que Genji prévoyait ensuite. Chaque femme tatare dépassait la hauteur d'une roue de chariot. Ces 5 mots scellèrent le destin de milliers de personnes. Nous étions en 1202, et Genghis Khan venait de vaincre la confédération tatare. Mais la victoire militaire ne suffisait pas. Les Tatars avaient empoisonné son père des années auparavant. Une autre blessure qui rongeait le camp. Le jugement allait maintenant tomber, et il allait établir un modèle de violence sexuelle qui allait définir l'expansion mongole. L'ordre était précis et méthodique. Premièrement, il fallait exécuter tout atamal plus grand qu'un essieu de chariot, soit environ 90 cm. Cela éliminait tous les hommes et les adolescents, épargnant les garçons assez jeunes pour oublier leurs origines. Mais les femmes subissaient un sort tout autre. Jean Gascan distribuait les femmes tatares parmi ses troupes comme des rations de combat. Non pas au hasard, mais systématiquement. Les guerriers d'élite recevaient des femmes plus jeunes, tandis que les soldats ordinaires recevaient des femmes plus âgées. Le viol collectif n'était pas un échec disciplinaire. C'était le contraire. Organisé, sanctionné, encouragé. Des témoins ont décrit des scènes qui hantent la mémoire historique. Des femmes tatares contraintes d'assister à l'exécution de leur mari, puis immédiatement livrées à leur meurtrier. Des filles séparées de leur mère, des sœurs déchirées, chacune affectée à une unité militaire différente. Les Mongols comprenaient que l'isolement amplifiait le traumatisme. Cet ordre était spécifique pour une raison terrifiante. Jean Gascan souhaitait que les lignées tatares se perpétuent, mais uniquement par l'intermédiaire des pères mongols.
Chaque femme tatare donnerait naissance à des enfants mongols, leur propre lignée ethnique étant diluée et finalement effacée. Une conquête génétique par le viol systématique, transformant les utérus en armes de purification ethnique. La logistique exigeait une planification minutieuse. Les femmes enceintes étaient marquées et surveillées. Celles qui résistaient étaient exposées à des exemples publics qui les décourageaient de poursuivre leur résistance. Les Mongols ont mis en place ce que les procureurs modernes reconnaîtraient comme une campagne systématique de grossesse forcée, un génocide biologique. Mais les Tartas n'étaient pas des victimes passives. De nombreuses femmes ont préféré le suicide à la soumission, se jetant du haut de falaises ou dans les rivières. Les Mongols ont réagi en renforçant la surveillance, en liant les mains des femmes la nuit et en postant des gardes spécialement pour les empêcher de se faire du mal. Même la mort est devenue un privilège refusé. Le récit d'un survivant tatar, conservé dans les archives chinoises, décrit les bruits de cette première nuit. Des milliers de voix de femmes s'élevaient, exprimant chagrin, douleur et rage. Le camp mongol s'étendait sur des kilomètres, et de chaque recoin apparaissaient les traces de l'assaut systématique. À l'aube, une culture entière avait été violée. Ce qui s'est passé sous ces tentes a changé à jamais la guerre. Les conquérants précédents tuaient ou réduisaient en esclavage. Les Mongols ont inventé quelque chose de pire, l'absorption biologique. Ils ne voulaient pas éliminer leurs ennemis, mais les assimiler, les transformer, les rendre génétiquement mêlés tout en effaçant leur identité originelle. La campagne tatare a établi des procédures suivies tout au long de l'expansion. Les femmes locales seraient rassemblées, évaluées, réparties. La résistance impliquait des viols publics suivis d'exécutions, des futas, des manifestations qui brisaient la volonté collective. La soumission était synonyme de survie, mais de survie en tant que géniteur pour les conquérants. Les Mongols ont documenté leur efficacité. Les archives militaires notent le nombre de femmes distribuées après chaque bataille, comme les dépenses en munitions. Un général se vantait d'avoir reçu 40 vierges tatares en partage, un détail consigné semble dans les archives officielles. La guerre psychologique était délibérée. Les soldats mongols narguaient les femmes tatares au sujet de leurs familles assassinées tout en les agressant. Ils les forçaient à réciter des formules mongoles à la gloire de Jean Gascan pour remercier leurs violeurs. La domination physique ne suffisait pas. Ils recherchaient la soumission spirituelle. Mais les Tatars n'étaient qu'un prototype, car Jean Gascan perfectionnait un système. Chaque campagne affinait le processus. Les Mongols ont appris à optimiser le ratio femmes-soldats, à prévenir le suicide et à appliquer les méthodes de répartition les plus efficaces. Ils ont transformé la violence sexuelle en science militaire. L'impact à long terme a été exactement celui escompté. En l'espace d'une génération, l'identité tatare a disparu. Les enfants nés de viol ont été élevés dans la vénération de Gengis Khan, que les Mongols ont appris à pratiquer pour poursuivre la conquête. Les femmes tatares ont vu leurs propres enfants détruire leur culture. Les analyses ADN modernes confirment les récits historiques. Les marqueurs génétiques montrent des changements démographiques massifs dans les anciennes régions tatares, avec le remplacement des populations locales par des chromosomes Y mongols. La science confirme les témoignages des survivants et des peuples entiers ont disparu. Ce n'était qu'une mise en pratique pour l'holocauste sexuel qui allait engloutir 2 continents. Lève-toi, tourne-toi, vis ou meurs. Tout se décidait en 7 secondes d'inspection. Après la chute de chaque ville, les Mongols procédaient à ce que les survivants appelaient la sélection. Les femmes et les filles étaient rassemblées sur des places centrales, disposées en rang, et inspectées comme du bétail au marché. Mais il ne s'agissait pas d'un pillage chaotique. Il s'agissait d'une extraction systématique de ressources humaines. Le processus suivait des protocoles stricts. Tout d'abord, les femmes étaient dépouillées de tous leurs vêtements et bijoux, en partie pour éviter de dissimuler des armes, mais surtout pour faciliter l'évaluation. Elles se tenaient nues sous la neige, la pluie ou un soleil de plomb, tandis que les fonctionnaires mongols parcouraient les rangs avec leurs feuilles de pointage. L'âge était primordial. Les filles de moins de 7 ans étaient généralement tuées, trop jeunes pour être utilisées immédiatement et trop coûteuses à réunir. Les femmes de plus de 40 ans subissaient le même sort,
à moins de posséder des compétences particulières comme la médecine ou l'artisanat. La tranche d'âge idéale allait de 8 à 35 ans, les préférences variant selon le rang. La beauté physique comptait, mais pas exclusivement. Les Mongols avaient des préférences spécifiques, une peau nette, des dents droites, des traits symétriques. Ils vérifiaient l'absence de maladies, de malformations et de grossesse. Les vierges étaient d'une valeur inestimable, si bien que les examens invasifs devinrent la norme. Mais les critères de sélection allaient au-delà de l'aspect physique. Les filles de nobles étaient identifiées par leur allure, leurs mains exemptes de toute trace de travail. Elles recevaient une désignation spéciale, Lisa, des cadeaux pour les chefs alliés ou des récompenses pour services exemplaires. La valeur politique l'emportait parfois sur la beauté physique. Être sélectionné n'était pas un salut. Parce que la sélection signifiait intégrer l'économie sexuelle mongole, les femmes obtenant des scores élevés étaient confrontées à la propriété individuelle, au repos, à l'accession à la propriété de guerriers spécifiques. Les scores inférieurs entraînaient la propriété collective, l'épa, l'affectation dans un bordel militaire. Les deux voies menaient au viol systématique, à une grossesse potentielle, à l'effacement culturel et à une mort prématurée. Le processus de sélection lui-même était conçu pour briser les esprits. Les femmes étaient obligées de marcher, de se retourner et de poser, tandis que les soldats les taquinaient et procédaient à des évaluations grossières. Les mères étaient séparées de leurs filles, parfois contraintes de lutter pour leur survie. Les Mongols comprenaient que l'humiliation précédait la violence physique. Une chronique persane décrit la sélection à Samarcande. 40 000 femmes se rassemblèrent sur la place principale tandis que les officiers mongols les triaient méthodiquement. Le processus dura 3 jours. Celles qui n'étaient pas sélectionnées furent rassemblées hors des murs de la ville. Les cris qui suivirent annonçaient leur sort. La torture psychologique était insidieuse. Les femmes ne connaissaient jamais les critères. Je n'ai jamais compris pourquoi des sœurs étaient séparées ou des amis confrontés à des destins différents. L'arbitraire était intentionnel. Il empêchait toute résistance, rendait les femmes reconnaissantes de toute survie, aussi horrible soit-elle. Les rejetés étaient confrontés à 3 destins possibles, chacun pire que le précédent. L'exécution immédiate était peut-être une forme de clémence. Beaucoup furent simplement tués sur place, leur corps laissé en guise d'avertissement. D'autres furent confiés aux soldats les moins gradés pour une utilisation illimitée jusqu'à leur mort. Le 3e groupe fut affecté au poste de secours suivant les convois de bagages. Mais les sélectionnés connurent leur propre enfer hiérarchique. Les mieux classés entrèrent dans la collection personnelle du KHN. Le niveau suivant était réservé aux généraux, puis aux officiers, puis aux guerriers d'élite, puis aux simples soldats. Chaque niveau impliquait des conditions différentes, mais une déshumanisation identique. Les Mongols innovèrent dans leur méthode de répartition. Ils créèrent des zones de détention temporaire où des femmes sélectionnées attendaient leur affectation. Ces entrepôts humains fonctionnaient avec une efficacité redoutable. Les femmes étaient triées par score, origine ethnique et destin. Les gardes empêchaient les évasions et les suicides tout en maintenant l'inventaire. Certaines femmes tentaient de s'enlaidir, se coupant le visage, se cassant les dents, frottant de la terre sur leurs blessures. Les Mongols ripostaient en punissant des groupes entiers pour chaque dégradation individuelle. La responsabilité collective empêchait la plupart des tentatives d'automutilation, mais la sélection d'une seule fille pouvait tout changer. Parmi les milliers de personnes nues qui attendaient dans les files d'attente de sélection se trouvait une princesse tangue nommée Gerbal, 17 ans, d'une beauté envoûtante malgré ses efforts pour la dissimuler. Lorsque l'évaluateur nota sa feuille, elle obtint 98. Au pair, presque parfaite, était destinée à Genghis Khan en personne. Gerbal vit ses sœurs réparties entre les soldats, entendit les cris de sa mère depuis la zone de rejet, mais elle survécut à la sélection, entra dans la collection du KHN et commença le voyage qui se terminerait sous une tente 3 ans plus tard, un couteau caché. Les défilés de beauté révélèrent le paradoxe mongol. Ils pouvaient organiser la conquête continentale, mais la réduisaient à une humiliation individuelle. Ils ont construit des systèmes sophistiqués pour permettre une brutalité primitive. Ils ont transformé l'efficacité en mal,
créant des souffrances à l'échelle industrielle par la précision bureaucratique. Car parmi ces femmes exhibées se tenait une princesse armée d'une arme secrète, n'ayant plus rien à perdre. Les bureaux de poste de l'Empire offraient 3 services, des chevaux frais, des plats chauds et des femmes captives. La grandeur de l'Empire mongol résidait en partie dans ses infrastructures. Le système YAM, un réseau de relais s'étendant de la Corée à l'Europe de l'Est, permettait des communications et des déplacements de troupes rapides. Mais derrière cette merveille logistique se cachait le plus vaste réseau d'esclavage sexuel systématisé de l'histoire. Chaque grande station postale comprenait ce que les archives chinoises appellent délicatement des maisons de confort. Il ne s'agissait pas d'ajouts aléatoires, mais d'installations planifiées, construites selon des spécifications standards. Des dortoirs pour femmes recevant des chambres pour les soldats. Des bureaux administratifs pour la tenue des archives. Une architecture conçue pour l'exploitation. Le réseau fonctionnait avec une efficacité d'entreprise. Les chefs de gare tenaient un inventaire des femmes disponibles, de leurs origines et de leurs conditions. Les soldats en déplacement présentaient des jetons indiquant leur rang, déterminant à quelle femme ils avaient accès. Aucun paiement n'était exigé. Il s'agissait d'un service d'État financé par le Trésor impérial. Les femmes étaient réparties par rotation entre les postes afin d'empêcher la formation de réseaux d'évasion. Une captive russe pouvait servir en Mongolie, tandis que les Mongols étaient envoyés dans des postes perses. Ce déplacement rompait les liens linguistiques et culturels, laissant les femmes isolées parmi des étrangers. Les registres racontent une histoire plus horrible que n'importe quel champ de bataille, car les Mongols ont tout documenté. Les archives des stations chinoises qui subsistent font état de décomptes quotidiens, du nombre de soldats en service, des femmes enceintes et des décès survenus pendant la nuit. La lourdeur bureaucratique aggrave la situation. La souffrance humaine est réduite à la gestion de l'infanterie. Les chefs de station sont soumis à des quotas. Trop de décès impliquaient des enquêtes et des sanctions. Trop peu de services suggéraient une inefficacité. Il compensait ces pressions en faisant travailler les femmes jusqu'à la mort, tout en maintenant juste assez de femmes en vie pour répondre à la demande. C'était une cruauté calculée et optimisée pour la durabilité. L'âge des victimes baissait continuellement. Les premiers postes employaient des femmes de 15 à 35 ans. À l'apogée de l'Empire, des filles dès l'âge de 7 ans figuraient dans les manifestes. Les Mongols découvrirent que les victimes plus jeunes survivaient plus longtemps en cas d'utilisation extrême, un calcul économique absurde. Les soins médicaux existaient, mais uniquement pour maintenir l'utilité. Les médecins mongols traitaient les infections sexuellement transmissibles non par pitié, mais pour prévenir la contamination des soldats. Les femmes enceintes étaient suivies jusqu'à la naissance. Leurs enfants étaient emmenés pour un entraînement militaire ou une future affectation. L'esclavage générationnel s'est institutionnalisé. Chaque point sur la carte représentait des dizaines d'enfants brisés. L'ampleur défie l'entendement. Des estimations prudentes font état de 50 000 femmes piégées dans le système postal à son apogée, mais ce chiffre ne prend en compte que les structures officielles. Les stations temporaires, les camps militaires et les villes occupées appliquaient des systèmes similaires, sans documentation centralisée. Le transport entre les stations était une autre horreur. Les femmes étaient transportées dans des wagons spéciaux, véritables prisons mobiles, enchaînées les unes aux autres, avec peu de nourriture et aucune intimité. Nombre d'entre elles mouraient en transit, leur corps étant abandonné le long de la route de la soie. Les gardes des caravanes rapportaient ces pertes comme des marchandises avariées. Le contrôle psychologique était absolu. Les femmes qui résistaient étaient torturées en public, à titre d'exemple. Celles qui coopéraient recevaient un traitement légèrement meilleur, une couverture supplémentaire et un peu plus de nourriture. Les Mongols hiérarchisaient l'esclavage, rendant les victimes complices de leur propre exploitation. Certaines stations étaient spécialisées. L'un d'eux, près de Karakorum, accueillait des jeunes filles vierges pour les dignitaires en visite. Un autre, en Perse, hébergeait exclusivement des femmes enceintes. Un troisième, en Chine, servait de centre de formation où les jeunes filles étaient préparées au service militaire. Le viol industriel exigeait une spécialisation, mais les autres ne constituaient qu'un élément du système,
car les bureaux de poste étaient reliés à un réseau plus vaste. Bordels militaires, maisons de repos urbaines, collections privées, refuges, tous reliés par la même infrastructure qui transportait troupes et messages. Les femmes devinrent une autre marchandise circulant par les canaux impériaux. Les Mongols inventèrent même des systèmes d'audit. Des inspecteurs se déplaçaient d'une station à l'autre, vérifiant l'efficacité, enquêtant sur les taux de mortalité inhabituels et veillant au respect des quotas. Ils transportaient des manuels détaillant les meilleures pratiques en matière de gestion de l'esclavage sexuel, la bureaucratie favorisant les atrocités. Les populations locales étaient contraintes de fournir des femmes pour maintenir les quotas des stations. Les villages étaient confrontés à des demandes de dons annuels de filles. Tout manquement était synonyme de punition collective. Les parents étaient confrontés à des choix impossibles. Sacrifier ses filles aux stations ou voir des communautés entières brûlées. Et au cœur de ce réseau se trouvait la cour mobile où des tentes ethniques cartographiaient les territoires conquis en chair et en os. 16 millions d'hommes portent aujourd'hui son chromosomie. Mais voici comment cette conquête biologique a fonctionné. La génétique moderne a confirmé les affirmations des chroniqueurs médiévaux. Genghis Khan et ses descendants mâles directs ont laissé une empreinte génétique sans précédent à travers l'Asie. Mais cette prolifération n'était pas accidentelle. Il s'agissait d'une guerre biologique menée par le biais de viols systématiques. Les dirigeants mongols comprenaient l'hérédité des siècles avant la science génétique. Ils observèrent que les enfants ressemblaient à leurs parents, que les traits se transmettaient par le sang. Cette compréhension primitive devint une arme politique. Remplacer la génétique ennemie par des semences mongoles. Le calcul était simple et terrifiant. Un soldat mongol pouvait féconder des dizaines de femmes chaque année, multipliées par des centaines de milliers de soldats au fil des décennies de conquête. Ajoutez à cela l'accès exclusif de la noblesse à des milliers de femmes. Résultat, une transformation démographique à l'échelle continentale. Mais les grossesses forcées allaient au-delà des chiffres. Les Mongols ciblaient des populations spécifiques pour l'érasie génétique. Les lignées nobles faisaient l'objet d'une attention particulière. Morve noble. L'aristocratie ennemie ne survivrait que grâce aux pères mongols. Ils appelaient cela « arroser les champs étrangers avec la pluie mongole ». La grossesse n'était que le début de l'horreur, car porter l'enfant d'un conquérant signifiait une marque permanente. Ces femmes ne pouvaient pas retourner dans leur communauté. Elles portaient le sang de l'ennemi. Leurs enfants étaient victimes de discrimination de la part des deux cultures. Trop mongols pour les autochtones, trop autochtones pour les Mongols. Des armes génétiques qui se sont transmises de génération en génération. Les Mongols ont instauré des systèmes de surveillance des captives enceintes. Des camps spéciaux hébergeaient les femmes enceintes, leur offrant une meilleure nourriture et un meilleur abri, non par compassion, mais pour assurer la santé de leur progéniture. Les fausses couches faisaient l'objet d'enquêtes, parfois sanctionnées. Les utérus devenaient propriété de l'État. Les enfants nés de viol recevaient un traitement spécifique. Les garçons prometteurs entraient dans l'entraînement militaire mongol. Les filles étaient élevées pour être distribuées ultérieurement. L'Empire formait littéralement sa prochaine génération de soldats et d'esclaves sexuels à partir des corps des femmes conquises. Certaines régions en témoignent de manière flagrante. Dans certaines régions d'Asie centrale, les lignées du chromosome Y pré-mongol ont pratiquement disparu. Des populations masculines entières ont été éliminées, tandis que les femmes étaient contraintes de porter des enfants mongols. Les études génétiques révèlent un phénomène de reproduction sans précédent dans l'histoire de l'humanité. La science moderne en révèle l'ampleur réelle. L'analyse ADN montre que 8% des hommes des anciens territoires mongols portent des marqueurs du chromosome Y identiques, remontant à la période de la conquête. Dans certaines régions, ce pourcentage atteint 30. Cela représente des millions d'agressions sexuelles cristallisées dans un code génétique vivant. Mais l'arme génétique avait une dimension culturelle. Les enfants issus de viols mongols bénéficient souvent de privilèges refusés aux autochtones de sang pur. Ils pouvaient intégrer l'administration, accéder à l'éducation et échapper à la pauvreté. Cela créait des incitations perverses. Les femmes recherchaient parfois des partenaires mongols pour l'avenir de leurs enfants.
Les Mongols exploitèrent cette dynamique. Ils établirent des hiérarchies où la moitié des enfants mongols étaient classés au-dessus des autochtones purs, mais en dessous des Mongols purs. Ces populations intermédiaires devinrent des mécanismes de contrôle. Des personnes culturellement déplacées au service de l'empire de leur père contre le peuple de leur mère. La grossesse forcée, politique de l'État, nécessitait des infrastructures. Les Mongols ont créé des systèmes pour rechercher la paternité, établir les droits de succession et prévenir l'infanticide. Les enfants étaient enregistrés. Leur mère surveillée. Tuer l'enfant d'une Mongole, même issu d'un viol, signifiait la mort de familles entières. Mais forcer les femmes à avoir des enfants avait un autre objectif, la guerre psychologique par la biologie. Chaque enfant mongol né de femmes conquises rappelait aux communautés leur défaite. Ces symboles vivants de la violation marchaient parmi elles, parlant leur langue avec le sang des conquérants. Un traumatisme, héréditaire et inéluctable. Les Mongols réglementaient même l'allaitement. Les femmes conquises qui mettaient au monde des enfants étaient contraintes de les allaiter, créant ainsi des liens biologiques avec la progéniture de leurs violeurs. Celles qui refusaient étaient torturées. L'Empire instrumentalisait l'instinct maternel contre ses victimes. Certaines femmes trouvaient des solutions terribles, avortements clandestins à base de plantes, infanticide déguisé en accident, suicide emportant des enfants à naître. Les Mongols ont réagi par des punitions collectives. Des communautés entières ont souffert de leur résistance individuelle. La conquête génétique a connu un succès inimaginable. Aujourd'hui, de la Corée à l'Europe de l'Est, des millions de personnes portent en elles la preuve d'atrocités historiques. Les preuves ADN rendent le déni impossible. La bombe génétique mongole, déclenchée il y a 8 siècles, façonne encore aujourd'hui l'humanité. Pourtant, tous ces chiffres sont insignifiants comparés à ce qui se passa en 1223, 4000 filles. La plus jeune avait 7 ans, la plus âgée 15 ans. Elles étaient toutes alignées sur la place publique. La confédération de l'avoine avait résisté à l'expansion mongole en s'alliant aux ennemis de Gengis Khan. Lorsqu'elle finit par tomber en 1223, la vengeance dépassa les atrocités précédentes. Le Khachen ordonna une manifestation qui résonna sur les marches. L'humiliation totale de tout un peuple à travers ses filles. Toutes les filles Oya appartenant à la tranche d'âge spécifiée ont été rassemblées. Les soldats ont parcouru les camps, arrachant les enfants des bras de leur mère. L'opération a duré 3 jours. Ils ont rassemblé méthodiquement les victimes dans des camps dispersés, la précision au service de l'atrocité. Les filles furent conduites à Kayalik, la capitale des Oghts, sur la place principale, devant des populations assemblées d'Oghts et de Mongols. Elles étaient disposées en rang bien net. L'organisation était délibérée. Le chaos diluerait le message. C'était une punition en guise de performance. Genghis Khan s'adressa personnellement à la foule. Par l'intermédiaire d'interprètes, il expliqua que la résistance des Oyas avait mérité un châtiment particulier. Leurs hommes mouraient, sachant que leur lignée s'éteignait. Leurs femmes assisteraient à la destruction de leurs filles. Leurs enfants serviraient ceux qui les avaient détruits. Les parents avaient un choix qui n'en était pas un, se soumettre totalement. Et leurs filles deviendraient de simples esclaves sexuels. Résistez par tous les moyens et regardez-les se faire torturer à mort. La plupart des parents s'effondrèrent, implorant une clémence qui ne viendrait pas. Les Mongols avaient parfaitement calculé. L'amour parental devint une arme contre la résistance. Ce qui suivit fut public, systématique et délibérément prolongé. Les 4000 filles furent réparties entre différentes unités militaires. Sous les yeux de leurs familles, les viols collectifs commencèrent. Les Mongols avaient érigé des plateformes pour assurer la visibilité. Personne ne pouvait détourner le regard. La logistique à elle seule révélait la planification. Nourrir et gérer 4000 victimes nécessitait des infrastructures. Les Mongols avaient préparé des zones de détention, des rotations de garde et même des équipes médicales. Il ne s'agissait pas d'une brutalité spontanée, mais d'une terreur orchestrée nécessitant des semaines de préparation. Les récits contemporains décrivent des parents tentant d'atteindre leurs enfants, massacrés.
D'autres furent contraints d'assister à la scène, la pointe de l'épée à la main. Les sons, des milliers de jeunes voix en souffrance, portaient à des kilomètres. Les soldats mongols se relayaient, poursuivant l'assaut pendant des jours. Ce qui se produisit ensuite brisa quelque chose de fondamental chez les témoins humains. Parce que l'objectif de cette atrocité n'était pas seulement la violence physique, mais l'anéantissement spirituel, les Mongols rendirent les parents complices. Regardez torturer votre fille ou causer sa mort. Ils ont transformé l'amour en outil de destruction, rendant toute protection impossible. 2 jeunes filles sont mortes lors de l'agression publique. Leurs corps ont été exposés en guise d'avertissement tandis que l'atrocité se poursuivait autour d'elles. Les Mongols ont présenté cela comme de la pitié. Seuls 2 morts sur 4000 ont témoigné de leur tenue. La survie devint une autre forme de torture. Après la manifestation publique, les filles furent réparties selon la pratique habituelle, mais elles reçurent une désignation spéciale, filles rebelles de l'OAT. Cela les condamna à un traitement particulièrement dur dans tout l'Empire. Leur origine devint une malédiction qui les poursuivait jusqu'à la mort. Nombre d'entre eux furent affectés aux unités militaires les plus modestes, notamment aux auxiliaires étrangers. Les Mongols appréciaient l'ironie de la situation. Pourquoi des filles ratées servaient-elles des soldats d'autres peuples conquis? Des couches d'humiliation conçues pour maximiser la souffrance au-delà des frontières culturelles. Les 2 qui moururent furent les plus chanceux, car leur survie impliquait des années de maltraitance systématique. Les plus jeunes victimes, des enfants de 7 et 8 ans, furent gardées jusqu'à leur majorité. Elles grandirent dans l'esclavage sexuel, sans autre vie. Les Mongols avaient volé non seulement leur innocence, mais aussi leur identité. Les Oyas ne s'en relevèrent jamais. Leur population s'effondra, leur culture se fragmenta. Les survivants se dispersèrent au lieu de reconstruire, portant un traumatisme qui se transmettait de génération en génération. L'atrocité publique avait atteint son objectif, démontrant que la résistance signifiait non seulement la mort, mais aussi la souillure collective. D'autres tribus en tirèrent les leçons. À l'approche des armées mongoles, les villes se rendirent plus rapidement. L'atrocité de l'OAT devint une référence, une menace qui se passait de commentaires. Rappelez-vous, les 4000 sont devenus l'abréviation de soumission absolue ou d'horreur absolue. La guerre psychologique a été un succès total. Les Mongols avaient découvert que la violence sexuelle publique paralysait la résistance plus efficacement que la défaite militaire. Ils ont perfectionné et répété cette tactique, mais jamais à une telle échelle. Mais même cette atrocité à l'échelle industrielle a été aggravée par le siège d'Urgen. Les Mongols ne se sont pas contentés de violer. Ils ont innové pour instrumentaliser la violence sexuelle. À mesure que l'Empire s'est étendu, ces méthodes ont évolué. Ce qui n'était au départ qu'une brutalité organisée est devenu une torture scientifiquement perfectionnée. Chaque culture conquise a contribué à un répertoire croissant d'horreur. En collectant des techniques d'atrocité comme ils collectaient des tribus dans les manuels militaires chinois, les Mongols ont appris le timing psychologique. Les violences sexuelles immédiatement après une défaite militaire créaient un traumatisme différent de celui d'une agression différée. Ils ont expérimenté les intervalles, attaquant parfois les femmes immédiatement, parfois attendant des jours, tandis que la peur instaurait la terreur comme une science précise. Les pratiques perses ont introduit des éléments chimiques. Les Mongols découvrirent des substances qui augmentaient la douleur, empêchaient la guérison ou provoquaient des réactions physiques spécifiques. Ils les intégrèrent à leurs agressions systématiques, transformant la médecine ancienne en torture moderne. Les barres de fer chauffées au rouge n'étaient qu'un début, car les Mongols découvrirent que le traumatisme physique à lui seul avait ses limites. Le corps pouvait s'adapter, l'esprit pouvait se dissocier. Ils ont donc multiplié les niveaux, forçant les membres de la famille à participer, obligeant les victimes à choisir entre des options impossibles, créant des hiérarchies où les victimes se blessent mutuellement pour des bénéfices marginaux. Ils ont été les pionniers de l'agression sensorielle. Les femmes étaient maintenues dans l'obscurité totale pendant des jours, puis brutalement agressées dans une lumière aveuglante. D'autres enduraient un bruit constant, sans parler des cris des autres victimes, des chants de guerre mongols, des bruits de leurs proches torturés.
Ils attaquaient tous leurs sens pour empêcher toute évasion psychologique. La température était devenue une arme. Les victimes étaient agressées dans un froid extrême, leur corps nu gelant entre chaque viol. D'autres enduraient la chaleur du désert, la déshydratation amplifiant l'agonie. Les Mongols ont cartographié l'impact du climat sur la souffrance, adaptant leurs tactiques selon les régions. De ces traditions ancestrales est née l'implication des animaux. Les chevaux étaient dressés pour des cruautés spécifiques. Les chiens étaient utilisés pour terroriser et contrôler. La fusion des agressions humaines et animales a engendré des peurs primitives qui transcendaient les frontières culturelles. Coudre chaque orifice servait un but au-delà de la mort. Car les Mongols comprenaient la violence symbolique. Ces mutilations envoyaient des messages. Voilà ce que la résistance mérite. Les corps devenaient des textes écrits sous la torture, des avertissements qui n'avaient pas besoin d'être traduits. L'Empire communiquait à travers la chair brutalisée. Ils ont développé des méthodes d'exécution spécifiques aux transgressions sexuelles. Les femmes qui tuaient les enfants de leurs violeurs étaient soumises à des tortures conçues pour refléter leurs crimes. Celles qui résistaient étaient punies par des mutilations génitales. Les châtiments étaient catalogués, standardisés et enseignés aux nouvelles recrues. Les violences spirituelles accompagnaient les agressions physiques. Les Mongols forçaient leurs victimes à blasphémer lors des viols, à maudire leurs dieux et à louer Genghis Khan. Ils perpétraient des agressions dans les temples et les lieux sacrés. Ils comprenaient que trahir la foi multipliait les traumatismes de manière exponentielle. Le système de documentation a également évolué. Les archives mongoles ultérieures comprenaient des descriptions détaillées des techniques efficaces, des séquences optimales et des réactions des victimes. Ils créèrent des manuels de torture qui se lisaient comme des spécifications techniques. La brutalité devint un savoir bureaucratisé. Mais la torture psychologique dépassa la torture physique, obligeant les pères à choisir quelle fille serait violée en premier, les mères à choisir quel enfant vivrait ou mourrait, créant des situations où la pitié se muait en cruauté, où chaque choix menait à l'horreur. Les Mongols maîtrisaient l'architecture des décisions impossibles. Ils ont inventé des conséquences à retardement. On a dit aux femmes que leur obéissance sauverait leur famille, mais elles ont quand même vu leurs proches tués. D'autres se sont vus promettre la liberté après des délais précis, leurs espoirs étant nourris et anéantis à maintes reprises. La confiance est devenue une autre arme à briser. L'utilisation des enfants comme outil a atteint des sommets. Les jeunes fils étaient contraints d'assister aux violences de leur mère, puis de servir leurs agresseurs. Les filles étaient utilisées pour contrôler leur mère, et les mères pour contrôler leurs filles. Les liens familiaux devinrent des chaînes de torture mutuelle. Ils systématisèrent même la guérison, non par pitié, mais pour permettre des agressions répétées. Les médecins mongols ont développé des traitements pour prolonger la vie des victimes, pour les soigner juste assez pour un usage continu. Le savoir médical a été détourné et a engendré des souffrances prolongées. Ce qui nous amène à la concubine qui allait tout mettre fin à tout, une princesse tangoute qui a tout perdu. Elle avait 16 ans lorsqu'ils ont incendié sa ville. Elle avait 19 ans lorsqu'elle a décidé de tuer un dieu. La princesse Gerbal du royaume Tangu observait depuis les remparts du palais les armées mongoles encerclées Yinuan. Son père, l'empereur Xianzong, s'était allié aux ennemis de Genghis Khan, une erreur fatale. Le siège dura 6 mois. À la fin, elle avait assisté à la mort de tout ce qu'elle aimait. Les Mongols ouvrirent une brèche dans les remparts au printemps 1227. Gerbal vit ses frères exécutés dans la cour, leurs têtes percées de lances. Sa mère préféra se jeter de la plus haute tour plutôt que d'être capturée. Mais Gerbal fut surprise en train de la suivre, tirée par les Mongols. Lors de la sélection qui suivit, son sang royal et son extraordinaire beauté la désignèrent comme la reine du Kaachen en personne. Elle obtint 98 sur leur terrible échelle, presque la perfection. L'évaluateur remarqua son regard provocateur comme un défaut. Ignorant que cette provocation anéantirait un empire, le voyage jusqu'à la cour mobile de Genghis Khan dura des semaines. Gerbal voyagea dans un wagon spécial avec d'autres captifs de haute valeur. Elle mémorisait les visages, sachant que la plupart disparaîtraient dans l'immense machine de souffrance du système mongol.
Elle a survécu en se concentrant sur une seule pensée, la vengeance. Chaque nuit passée dans son lit a renforcé sa détermination. Car la proximité du pouvoir révélait sa vulnérabilité. Le grand Kaachen, terreur du monde, était un homme vieillissant à la santé fragile. Il haletait dans son sommeil, luttant contre de vieilles blessures. Le monstre qui avait détruit des millions de personnes était une chair mortelle capable de saigner. Gerbal jouait son rôle à la perfection, soumise mais pas brisée, belle mais pas séduisante. Elle apprit les rudiments du mongol, suffisamment pour comprendre les ordres, mais pas assez pour paraître menaçante. Elle devint un meuble dans sa tente, présente mais inaperçue lors des discussions stratégiques. Auprès d'autres concubines, elle apprit les rythmes de la vie à la cour, les changements de garde, les nuits où le Kaachen buvait beaucoup, la minutie des fouilles des femmes et les moments où celles-ci étaient superficielles. Les informations s'accumulaient comme des gouttes d'eau, formant finalement un déluge. Le poignard provenait d'une source inattendue. Une concubine plus âgée, une princesse du Jin ayant servi 15 ans, l'avait transmis pendant son bain. Aucun mot n'était échangé, juste un bref contact visuel qui en disait long. La lame était fine, conçue pour dissimuler, suffisamment tranchante pour un coup précis. Le poignard avait appartenu à sa mère jusqu'à l'arrivée des Mongols. C'était un mensonge, se dit Gerbal pour se donner de la force. La lame était de fabrication mongole, volée à un garde imprudent, mais imaginer la main de sa mère sur la poignée lui donnait du courage. Elle s'entraîna au mouvement dans l'obscurité, développant sa mémoire musculaire pour un mouvement parfait. Les semaines passèrent. La santé du Khan se dégrada. La campagne Tengu l'avait épuisé. Il passa d'autres nuits sous sa tente, appelant différentes femmes pour détourner l'attention de la mortalité. Gerbal attendit, sachant qu'elle aurait une chance. Le moment arriva pendant un orage. Le Kaachen avait bu du lait fermenté de mai, célébrant une victoire mineure. Il appela Gerbal spécialement. Elle avait attiré son attention ce matin-là. L'orage masquerait les bruits. Les gardes seraient distraits par le mauvais temps. Parfait. Elle cacha la lame dans ses cheveux, tressée en une coiffure ornée qui décourageait toute recherche. Ses mains tremblaient tandis que les serviteurs la préparaient, mais ils prirent cela pour de la peur. Chaque pas vers sa tente lui donnait l'impression de traverser une eau profonde. Elle savait qu'elle allait mourir. Mais d'abord, elle allait équilibrer la balance. Pas pour les millions de personnes qui l'avaient violée. Aucune mort ne pouvait y répondre, mais pour sa mère sautant de la tour, pour les têtes de ses frères percés de lances, pour 3 années de dégradation, pour un instant, le violeur reconnaîtrait la violation. La tente était sombre, lourde d'encens. Le Kaachen gisait sur des coussins de soie, déjà à moitié ivre. Il lui fit signe d'approcher, les yeux vitreux de vin et de vieillesse. Elle avançait avec précaution, chaque mouvement étant répété. La tempête crescendo dehors. Alors qu'elle s'abaissait à ses côtés, sa main trouva la lame. Ses yeux se fermaient, confiant dans son pouvoir absolu. Elle pensa à sa ville en flammes, aux filles alignées pour la sélection, à tous ceux qui avaient été volés. La lame se détacha de ses cheveux. Pour le Tengu, murmura-t-elle dans un mongol parfait. Cette dernière nuit, alors que Kaachen la recherchait, elle recherchait quelque chose de complètement différent. 8 siècles plus tard, les femmes se couvrent encore dans les régions conquises par les Mongols. Voici pourquoi. La terreur sexuelle mongole n'a pas pris fin avec le retrait militaire. Elle a laissé des cicatrices permanentes dans les cultures conquises, remodelant tout, de l'architecture aux coutumes matrimoniales. Les sociétés se sont reconstruites pour éviter une nouvelle catastrophe de type mongol. En Asie centrale, les familles ont commencé à pratiquer une pureté extrême. Les femmes portaient du fil dentaire, caché non seulement aux étrangers, mais aussi à leur famille élargie. La logique était traumatisante, mais claire. Si les conquérants revenaient, les femmes cachées pourraient passer inaperçues. L'invisibilité devint une stratégie de survie, transmise de génération en génération jusqu'à ce que les raisons originelles soient oubliées. L'architecture évolua pour protéger les femmes. Les maisons se partagèrent des pièces secrètes,
des tunnels d'évasion et de faux murs. Les villes conçurent de nouveaux aménagements, avec des quartiers réservés aux femmes au centre, entourés de couches défensives. La terreur mongole a littéralement remodelé l'urbanisme sur tous les continents. L'âge du mariage a chuté brutalement. Les familles pensaient que les femmes mariées pourraient bénéficier de la protection de la famille de leur mari. Les filles étaient mariées le plus jeune possible, l'enfance prenant fin dès les premières règles. Les Mongols avaient fait de la jeunesse une vulnérabilité nécessitant une protection immédiate. Les chiffres de population ne racontent qu'une partie de l'histoire. Car au-delà de la démographie se cache la dévastation psychologique. Des régions entières ont développé des symptômes de traumatisme collectif. Des contes populaires ont émergé, avertissant les jeunes femmes du danger des étrangers. Des berceuses comportaient des instructions pour s'échapper. Les enfants ont absorbé la peur grâce aux histoires du soir. Les Mongols avaient militarisé la sexualité avec une telle efficacité que les peuples conquis ont réagi avec la même extrémisme. Certaines cultures ont développé des traditions de crimes d'honneur, ASB, mieux vaut mourir que déshonorer. D'autres ont créé des systèmes élaborés de vérification de la virginité. La pureté sexuelle est devenue un rempart contre la répétition historique. Le langage lui-même a évolué. Les mots pour désigner le viol, la grossesse et la violence ont évolué ou ont disparu. Certaines cultures ont développé des euphémismes si élaborés qu'il est devenu linguistiquement impossible d'évoquer la violence sexuelle. L'indicible est devenu littéralement indicible. Les pratiques religieuses se sont adaptées. De nouvelles prières ont émergé, implorant la protection divine contre la violence sexuelle. Des lieux de pèlerinage se sont développés autour des lieux où des femmes étaient mortes, protégeant ainsi leur honneur. Des saints ont été créés à partir de victimes de viols qui avaient choisi la mort plutôt que la soumission. Des civilisations entières se sont restructurées pour empêcher une nouvelle horreur de style mongol. La ségrégation entre les sexes s'est intensifiée au point d'être méconnaissable. Les espaces publics sont devenus exclusivement masculins. Le mouvement des femmes a nécessité des préparatifs minutieux. Les rassemblements mixtes ont disparu de la vie sociale. Les Mongols avaient rendu l'interaction entre les sexes synonyme de danger. Les systèmes économiques se sont déformés autour de stratégies protectrices. L'inflation de la dot reflétait le désespoir des familles à obtenir des mariages protecteurs. Les droits d'héritage des femmes ont disparu. La propriété foncière pouvait attirer des violences. L'invisibilité financière devint un autre mécanisme de survie. La doctrine militaire des régions touchées changea définitivement. Les armées élaborèrent des protocoles spécifiques pour protéger les femmes civiles pendant les conflits. Les défenses des villes comprenaient des cachettes réservées aux femmes. La leçon mongole était claire, la défaite militaire entraînait des viols systématiques, mais la protection s'accompagnait d'emprisonnement. Les femmes ont perdu leur liberté en échange d'une protection contre des menaces largement historiques. Les sociétés traumatisées par la violence mongole ont restreint leurs propres femmes pendant des siècles. Le remède est devenu son propre mal. Mais l'ironie ultime allait se produire sous la tente de Khan. Car tandis que des millions de personnes souffraient sous sa tyrannie sexuelle, Genghis Khan lui-même succomberait sous le coup d'une femme. L'homme qui avait instrumentalisé la sexualité en mourrait. Le violeur serait jugé par sa dernière victime. Les preuves ADN modernes en fournissent l'épilogue. Ces 16 millions de descendants portent en eux la preuve de l'horreur historique. Chaque marqueur génétique représente d'innombrables viols, grossesses forcées, familles détruites. La science a quantifié l'atrocité. La terreur sexuelle mongole demeure la campagne de viol la plus systématique de l'histoire. Aucune conquête, avant ou après elle, n'a égalé son ampleur, son organisation et son impact durable. Elle a transformé non seulement les populations, mais aussi les possibilités, révélant à l'humanité des profondeurs d'un mal organisé jusque-là inimaginable. Car, par une nuit de tempête de 1227, toute cette terreur sexuelle systématique allait connaître une justice poétique sous la forme de la lame cachée d'une femme. Le tonnerre masque le bruit tandis que l'acier déchire la chair. La lame de la princesse Gerbal atteint sa cible avec une précision maîtrisée. L'homme qui avait terrorisé les continents allait, non pas de plaisir comme prévu, mais de choc.
Du sang se répand sur les draps de soie, noircis par la lumière des bougies. L'homme le plus puissant de l'histoire se serre l'aine, ne trouvant que de l'humidité là où se trouvait autrefois sa virilité. Elle ne fuit pas immédiatement. Pendant 3 battements de cœur, elle observe son regard passer de la confusion à la compréhension, puis à la terreur. Le KHN, qui avait violé des milliers de personnes, subit une agression. La bouche qui avait ordonné le viol systématique s'ouvre dans un cri silencieux. Chaque femme que tu as détruite, murmure Gerbal. Sa perfection mongole désormais. Chaque fille volée, chaque mère brisée. Il te salue par mon intermédiaire. Genghis Khan la saisit de ses mains ensanglantées, mais elle est déjà en mouvement. La tempête la protège tandis qu'elle se faufile par l'entrée de la tente. Les gardes se blottissent contre la pluie, ignorant encore que leur dieu roi se vide de son sang sur des coussins de soie. Gerbal traverse le camp en courant, passant devant les tentes ethniques, cartographiant les territoires conquis en chair et en os. Des Chinoises regardent à travers les ouvertures des tissus. Des pères serrent leurs enfants dans leurs bras. Des nobles Russes sont assis, enchaînés d'or. Ils voient ses vêtements tachés de sang et comprennent. Certains s'inclinent, d'autres pleurent. Tous restent silencieux. La rivière bouillonne sous la falaise, gonflée par les eaux de la tempête. Gerbal n'hésite pas. Elle a accompli sa mission. Le seul but qui l'a maintenue en vie pendant 3 ans de dégradation. Derrière elle, des cris s'élèvent tandis que les gardes découvrent leur seigneur mourant. Elle adresse ses derniers mots à la tempête. Pour Tengu, pour eux tous, pour ma mère. L'eau est glacée et implacable. Le courant l'emporte instantanément, emportant son corps à des kilomètres en aval. Les équipes de recherche mongoles retrouveront son corps quelques jours plus tard, mais le mal est déjà fait. Le grand KHN est mort, son empire entamant sa lente fracture. Sous la tente, Genghis Khan meurt comme il a vécu, entouré des preuves de ses atrocités. Son dernier aperçu comprend les cloisons de soie séparant ces femmes selon leur appartenance ethnique. L'homme qui a bâti un empire sur le viol systématique meurt, castré par l'une de ses victimes. Ses généraux le retrouvent à l'aube. La scène est sans équivoque, mais il crée de la fiction. Les archives officielles évoquent une maladie, un accident de chasse, plusieurs décès de nobles. Ils ne peuvent admettre que le plus grand conquérant du monde ait été tué par une adolescente qu'il avait réduite en esclavage. Ils brûlent le corps de Gerbal sans cérémonie, lui refusant même un nom dans les archives. Mais les histoires se répandent dans les tentes des femmes, à travers les bureaux de poste, jusqu'au bordel militaire. La princesse qui a tué le monstre devient une légende murmurée dans l'obscurité. L'empire mongol perdure pendant des générations, mais quelque chose de fondamental se brise cette nuit-là. Les violences sexuelles systématiques se poursuivent, mais perdent leur certitude absolue. Si le Khan lui-même a pu mourir sous la lame d'une femme, nul n'est invulnérable. La peur, cet outil essentiel de contrôle, est désormais réciproque. La mort de Genghis Khan a mis fin au règne de terreur sexuelle d'un homme. Mais les cicatrices persistent 8 siècles plus tard. Ces 16 millions de descendants vivants portent la preuve génétique de la campagne de viol la plus systématique de l'histoire. Chaque marqueur du chromosome Y représente des familles détruites, des peuples traumatisés, des cultures remodelées par la violence. L'infrastructure de l'esclavage sexuel a survécu à son créateur. Les bureaux de poste ont continué à assurer 3 services. Les bordels militaires ont accompagné les armées pendant des décennies. La bureaucratie du viol fonctionnait avec une dynamique institutionnelle, une machine trop vaste pour être arrêtée immédiatement. Mais la lame de la princesse Gerbal a fait plus que tuer un tyran. Elle a prouvé que même le pouvoir absolu a ses faiblesses, que la violence systématique engendre sa propre destruction. Chaque femme violée était une assassine potentielle. Chaque fille brutalisée pouvait cacher une lame. La terreur sexuelle mongole demeure le chapitre le plus sombre de l'histoire de la cruauté organisée. Elle a montré comment un traumatisme personnel peut se métastaser en horreur continentale. Comment la blessure d'un homme peut marquer l'humanité entière. De l'enlèvement de Bort à la vengeance de Gerbel, le cycle de la violence a consumé des millions de personnes.
Aujourd'hui, dans les régions autrefois dominées par les Mongols, les échos comportementaux persistent. Une architecture conçue pour la dissimulation. Des cultures bâties autour de la protection féminine. Des marqueurs génétiques cartographient les atrocités historiques. La campagne systématique de violence sexuelle d'un homme a littéralement réécrit le génome humain. Le silence règne désormais sous la tente. L'orage est passé, mais le tonnerre résonne encore.